Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le ministère chinois des Affaires étrangères dévoile le programme international du président Xi Jinping pour la fin de l'année. La Chine et les pays d'Europe centrale et orientale discutent de la coopération à Suzhou dans l'est de la Chine. Les relations entre la Russie et la Turquie s'enveniment après que la Turquie ait abattu un avion russe. Le président français François Hollande rencontre à Washington son homologue américain Barack Obama au sujet de la lutte contre le groupe État islamique. Et la restructuration de l'économie chinoise progresse à grands pas malgré les pressions à la baisse. C'est un programme chargé qui attend le président chinois Xi Jinping pour cette fin de l'année, un aperçu de son prochain déplacement. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé mercredi que le président participerait à la conférence sur le climat à Paris entre les 29 et 30 novembre avec l'objectif d'arriver à un accord sur un plan d'action mondial post-2020. En marge des rencontres, il s'entretiendra avec des dirigeants étrangers dont le président français François Hollande et le président américain Barack Obama. La Chine a déclaré qu'elle attendait plusieurs choses de la conférence. Tout d'abord, le changement climatique est principalement causé par les siècles d'émissions de carbone des pays développés. Donc leurs responsabilités et obligations doivent être différentes des pays en développement. Deuxièmement, la conférence de cette année ne doit pas seulement se concentrer sur l'agenda d'après 2020, mais aussi sur la mise en application des accords qui ont déjà été conclus avant. Troisièmement, la conférence de Paris doit envoyer un message clair au monde sur le développement vert à faible émission de carbone et encourager tous les pays à explorer leur propre voie pour arriver à une croissance faiblement émettrice de carbone. Dernièrement, les pays développés doivent remplir leurs obligations dans l'aide financière et technologique pour aider les pays en développement, en particulier en tenant leurs engagements de fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars avant 2020 aux pays en développement et peu à peu augmenter le fonds après 2020. Après sa visite en France, le président chinois Xi Jinping se rendra au Zimbabwe pour une visite d'État de 2 jours. Durant cette visite, les deux pays signeront d'importants accords portant sur l'infrastructure, l'investissement, les échanges culturels et la protection de la flore. Le président chinois se rendra ensuite en Afrique du Sud où il assistera au forum sur la coopération sino-africaine. C'est un sommet historique pour la Chine et l'Afrique. Jusqu'à présent, 36 chefs d'État africains, 5 chefs de gouvernement, 3 vice-présidents et le président de la Commission de l'Union africaine ont confirmé leur présence. Le forum de cette année est jusqu'à présent celui qui a rassemblé le plus de personnes. Et les participants sont tous au plus haut niveau. Durant ce forum sera abordé un vaste éventail de questions et on verra les plus importants accords jamais signés. Parlons maintenant des coopérations Chine-Europe. Le Premier ministre chinois Li Keqiang et les dirigeants des 16 pays de l'Europe centrale et orientale se sont rassemblés dans la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, pour la réunion des dirigeants Chine-PECO. Li Keqiang a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec l'Europe sur de nombreux sujets, dont celui de la sécurité. Je voudrais dire que la Chine et les pays européens travaillent ensemble pour assurer la paix et la stabilité. La Chine y jouera un rôle constructif. Nous encouragerons la coopération pratique avec les PECO comme moyen d'améliorer la coopération générale avec l'Union européenne et l'Europe. Pendant la réunion, le Premier ministre chinois a proposé de créer une entreprise financière multilatérale des 16+1 en Europe centrale et orientale pour financer d'importants projets dans la région. Il a également déclaré que la Chine investira dans le domaine de la construction et améliorera les infrastructures des zones portuaires de la mer Baltique, de la mer Adriatique et de la mer Noire afin de stimuler la coopération et la connectivité.
Li Keqiang a également indiqué que la construction d'une ligne ferroviaire à haute vitesse reliant les capitales serbes et hongroises commencera au cours de l'année. Il a ajouté que le train réduira le trajet Belgrade-Budapest de moitié. La construction sera achevée d'ici 2 ans. Le mécanisme de la réunion 16+1 a été lancé en 2012. L'amitié traditionnelle et les relations Chine-Europe profiteront de ces bénéfices. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a invité les dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale à bord d'un train chinois à grande vitesse. Le voyage s'est déroulé mercredi à la suite du forum de 2 jours à Suzhou, dans la province du Jiangsu de la Chine. Le train est parti de Suzhou pour Shanghai. Les dirigeants de 16 pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint le Premier ministre chinois à bord du train pour un trajet qui a duré 25 minutes. Il est aussi prévu qu'il rencontrera jeudi à Beijing le président chinois Xi Jinping. La Chine a signé mardi des accords avec la Hongrie et la Serbie sur la construction d'une ligne ferroviaire entre les 2 capitales européennes. Les travaux de construction débuteront cette année et seront achevés dans un délai de 2 ans. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du 5e forum économique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale qui se déroule dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Pour promouvoir la coopération entre les 17 pays participants, Li Keqiang a fait 4 propositions. Premièrement, la Chine et les pays de l'ECO devraient promouvoir la coopération dans les infrastructures de transport afin de stimuler la connectivité. La Chine a signé des accords séparés avec la Hongrie et la Serbie sur la construction et la rénovation d'une ligne de chemin de fer entre les capitales serbes et hongroises. Deuxièmement, Li Keqiang a déclaré que les 2 parties devaient étendre leur coopération dans les capacités de production. Il a suggéré que les produits à haut coût et performance de la Chine, les demandes de développement des pays de l'ECO et la technologie de l'Europe occidentale soient mieux connectés afin de renforcer la coopération. Troisièmement, le Premier ministre chinois a souhaité que l'agriculture devienne un secteur clé du commerce Chine-ECO. La Chine va accroître les importations de produits agricoles des pays de l'ECO et améliorer la coopération sanitaire. Quatrièmement, M. Li a espéré que la Chine et les pays de l'ECO exploreront de nouvelles opportunités pour lancer une ligne de crédit spécial de 10 milliards de dollars et un fonds d'investissement de 3 milliards de dollars. Li Keqiang a également indiqué que l'établissement d'un fonds en renminbi pour soutenir la coopération 6+1 était possible. Il a encouragé la coopération dans les opérations d'échange de devises, les règlements en devises locales et la régulation financière. Le Premier ministre chinois a ajouté que la Chine et l'ECO devaient également discuter de la possibilité d'établir une société financière. Et autre sujet d'actualité, une guerre des mots a surgi entre Ankara et Moscou après que la Turquie ait abattu un avion russe ce mardi. Il y a un grand débat pour savoir où l'avion était quand il a été abattu par la Turquie, mais un officiel américain sous couvert d'anonymat a dit à Reuters que l'avion russe avait été touché dans l'espace aérien syrien après une brève incursion dans l'espace aérien turc. L'officiel a ajouté que cette estimation était basée sur la détection de la signature de chaleur de l'avion. Ankara maintient que l'avion russe a à plusieurs reprises violé son espace aérien. L'armée turque a publié une carte du radar montrant les endroits où l'avion était entré et où il avait quitté la Turquie. Ankara a dit avoir prévenu le Su-24 10 fois en 5 minutes. Cette revendication a été rejetée par la Russie qui a confirmé que l'un des pilotes avait été tué par des tirs venant du sol lorsqu'il utilisait son parachute. Basé sur les données de contrôle objectives, notre avion n'a pas franchi la frontière turque. Cela a été confirmé par les forces de défense aérienne syriennes. De plus, selon les données du radar de reconnaissance de la base aérienne, nous avons découvert que l'avion turc avait violé l'espace aérien syrien. L'armée russe a affirmé que l'action de la Turquie enfreint le mémorandum de sécurité aérienne signé par la Russie et les États-Unis, lequel s'applique également à la Turquie. Elle a dit que l'armée russe avait décidé d'annuler sa relation militaire avec la Turquie et qu'elle prendrait des mesures supplémentaires pour protéger la sécurité de ses militaires à la base aérienne en Syrie.
Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a prévenu que les dégâts seraient difficiles à réparer. Il a déclaré que la conséquence directe pourrait être la fin de quelques projets communs. Les compagnies turques pourraient aussi perdre leur position dans le marché russe. Un des plus grands tours opérateurs russes pour la Turquie, Nadali Tour, a annoncé qu'il suspendait temporairement les ventes de voyages vers le pays. La Russie a annoncé que l'un des 2 pilotes de l'avion abattu a été récupéré. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que le pilote était maintenant sain et sauf dans une base russe. Les 2 pilotes sont parvenus à s'éjecter, mais l'autre a été tué par des tirs des rebelles alors qu'il tombait en parachute. Les autorités syriennes ont précisé qu'une opération de secours constituée de 2 hélicoptères avait été lancée, mais que l'un des hélicoptères avait été abattu et qu'un soldat était mort. Le reste de l'équipe a été évacué. Le chef de l'OTAN appelle au calme à toutes les parties après que la Turquie ait abattu un chasseur russe mardi. Une réunion d'urgence de l'organisation s'est tenue à Bruxelles pour discuter de l'incident. C'est la première fois qu'un membre de l'OTAN abat un avion de guerre russe depuis les années 50. Et ce bien que l'OTAN a averti depuis des mois d'un possible incident sérieux avec les chasseurs russes volant si près de l'espace aérien turc sans coordination préalable. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous restons solidaires avec la Turquie et soutenons l'intégrité territoriale de notre allié turc auprès de l'OTAN. S'exprimant à la suite d'une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'OTAN, le chef de l'organisation a déclaré qu'il fallait que toutes les parties maintiennent leur calme et fassent preuve de retenue. J'appelle au calme et à un apaisement des tensions. La diplomatie et le désamorçage des tensions sont importants pour résoudre cette situation. Et l'incident intervient à une période délicate dans les relations entre la Russie et l'OTAN. Au lendemain des attentats de Paris et de l'avion de passagers russe, les relations entre Moscou et l'Occident, en particulier avec la France, ont commencé à s'améliorer de façon significative, rapprochant les deux vers l'objectif d'éradiquer un ennemi commun, le groupe terroriste qui s'appelle lui-même État islamique. La Russie et les puissances occidentales ont également récemment pris des mesures préventives en vue de travailler ensemble à une solution politique sur la guerre en Syrie. Mais la relation demeure fragile et sera mise à rude épreuve si jamais la Turquie invoque l'article 5 du traité de l'OTAN qui stipule que tous les États doivent venir en aide pour la défense d'un de leurs membres. Et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé son inquiétude au sujet de l'avion russe abattu le long de la frontière turco-syrienne. Un porte-parole de l'ONU a déclaré mardi aux journalistes que Ban Ki-moon avait exprimé l'espoir que tous les pays impliqués dans les campagnes aériennes en Syrie prendront des mesures pour éviter de tels incidents à l'avenir. Le secrétaire général a conseillé à toutes les parties concernées de prendre des mesures urgentes en vue de la désescalade des tensions et il a espéré qu'un examen crédible et minutieux de l'incident clarifiera les événements et aidera à éviter de nouveaux drames de ce genre. Je souhaite également réitérer ce que le secrétaire général a affirmé de nombreuses fois, qui conseillait à tous ceux qui sont engagés dans les activités militaires en Syrie, en particulier dans les campagnes aériennes, de maximiser les mesures opérationnelles pour éviter des conséquences inattendues et bien sûr, plus important encore, de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter des blessés civils et pour protéger les civils. Et en marge, le président français François Hollande était à Washington où il cherche à établir plus de coopération dans le combat contre le groupe État islamique. Mais l'attaque par la Turquie d'un avion russe a éclipsé sa rencontre avec le président américain Barack Obama. Des moments de compassion et de solidarité entre les dirigeants de la France et des États-Unis, mais aucune nouvelle mesure pour combattre le groupe État islamique. Les dirigeants ont plutôt tenté de gérer la situation provoquée par l'attaque contre un avion russe qui a été abattu par un F-16 turc mardi. Nous devons éviter toute escalade, qui serait extrêmement dommageable, par rapport à la seule cause qui convienne, qui est de lutter contre le terrorisme et contre Daesh. Ma priorité sera de m'assurer que cette situation ne s'envenime pas.
Le président français François Hollande et son homologue américain Barack Obama pensent tous les deux que la coalition constituée de 65 membres pour combattre le groupe État islamique a besoin de l'aide de la Russie pour provoquer la transition politique en Syrie. Mais seulement une Russie qui vise le groupe État islamique et pas seulement les forces d'opposition syriennes sera la bienvenue. Le président Hollande, qui avait espéré trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou, dira maintenant à la Russie que Moscou doit changer de cap. Étant donné les capacités militaires de la Russie et son influence sur le régime Assad, la coopération de la Russie serait très utile pour résoudre la guerre civile en Syrie et nous laisserait nous concentrer sur l'État islamique. François Hollande estime que le vote du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière donne une raison aux pays qui n'ont pas encore rejoint la coalition de changer d'idée. Il dit que la priorité maintenant est d'augmenter le nombre des opérations contre le groupe État islamique, de reprendre des emplacements importants et de fermer la frontière turco-syrienne pour empêcher les djihadistes de retourner en Europe. Et poursuivons en Tunisie où un attentat suicide à la bombe contre un bus de la garde présidentielle à Tunis, la capitale tunisienne, a causé la mort de 13 personnes. L'explosion s'est produite jeudi lorsque les agents montaient dans le bus pour se rendre au palais présidentiel. Aucun groupe n'a encore émis de revendication. Le président tunisien Béji Saïd Essebsi a réinstauré l'état d'urgence dans tout le pays et décrété le couvre-feu dans la capitale. Il s'est aussi rendu au chevet des victimes à l'hôpital. C'est la troisième fois que la Tunisie est la cible d'attaques terroristes particulièrement meurtrières cette année. Pour rappel, en juin dernier, des hommes armés avaient attaqué l'hôtel Sousse et le musée national du Bardo à Tunis, qui avait été la cible en mars dernier. L'État islamique avait revendiqué la responsabilité de ces deux attaques. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec l'économie chinoise qui subit des pressions à la baisse, mais la qualité de sa croissance monte grâce au processus de restructuration économique. Le secteur des terres rares, par exemple, tente de monter en gamme en produisant des aliments à partir des aimants à partir d'alnico. Dans cette usine de la province du Jiangxi, une nouvelle ligne de production vient d'entrer en opération. Elle fabrique des aimants en alnico à partir de terres rares. Ce type d'aimant est utilisé dans les secteurs de l'énergie éolienne et des véhicules propres. La ligne de production utilise une nouvelle technologie qui permet de réduire les pertes de matières premières de 40%. 120 tonnes de terres rares sont donc économisées chaque année. Auparavant, nous ne faisions que vendre les terres rares et n'avions quasiment pas de produits issus de transformation intensive. Ça ne marchait pas. Nous tentons d'accélérer l'intégration du secteur et d'étendre la chaîne industrielle. Nous cherchons à développer des biens intensifs à haute valeur ajoutée. Des experts disent que tout ce changement est l'effet des politiques de restructuration économique de la Chine. Changer le modèle de développement n'est pas changer notre voie, mais passer des objectifs quantitatifs à des objectifs qualitatifs et d'efficacité. Malgré son ralentissement industriel, la Chine connaît une forte croissance du secteur des hautes technologies. Au cours des 10 premiers mois de l'année, le secteur des hautes technologies a enregistré une croissance annualisée de 11%. L'aéronautique, l'électronique et les télécommunications ont réalisé des prouesses. Renforcer la connectivité avec ses voisins de l'Ouest est un objectif clé de l'initiative chinoise Une ceinture et une route. Cela inclut les routes et les ponts, mais aussi les télécommunications. Aujourd'hui, la plus grande société chinoise de télécommunications, Huawei, emmène le Kazakhstan à l'ère de la 4G. Accélérer les télécommunications. Le travail quotidien en bureau pourrait sembler ordinaire pour de nombreuses personnes. Mais pour Sincheva Meurer, cela lui procure un fort sentiment d'utilité. Elle est l'une des 400 employés locaux à travailler avec le géant des télécoms chinois Huawei au Kazakhstan. Ils font partie d'un projet ambitieux qui a déjà commencé à changer la vie des gens ici. Nous créons un réseau 4G au Kazakhstan. Sans la 4G, la plupart des gens ici utilisent encore des signaux 2G et quelques-uns peuvent utiliser la 3G. Aujourd'hui, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent acheter ici un service 4G, ce qui est 10 fois plus rapide que la 3G et à un prix abordable.
Huawei est le seul maintenant à offrir un signal 4G à travers le Kazakhstan. Cela coûte environ 17 $ par mois pour un transfert de données illimité. Meurer dit que son travail, promouvoir la 4G aux clients, n'est pas difficile. Avec le service 4G, je peux maintenant utiliser mon téléphone pour des conversations vidéo n'importe où et n'importe quand, et peu importe la durée. C'est mieux que de faire les appels téléphoniques. C'est pourquoi je suis ici encore, afin d'ouvrir un autre compte 4G pour ma petite amie. Mais le travail de Huawei en dehors du bureau n'est pas si facile. Le collègue de Meurer, Telgat Dusenbaev, est ingénieur à Huawei. Tous les jours, lui et ses partenaires doivent grimper en haut des tours pour faire des vérifications. Bien que cela semble dangereux, en particulier lors des vents violents de l'hiver, Dusenbaev dit qu'entretenir ces antennes est assez facile par rapport à la difficulté de les fabriquer. Avant le projet de Huawei, la plupart des antennes au Kazakhstan n'étaient pas adaptées à la 4G. Donc nous avons dû construire de nouvelles antennes. Il y a un important investissement de la part de Huawei. En même temps, les faibles températures de l'hiver et le vent violent ont ajouté beaucoup de défis. Mais au bout du compte, nous y sommes arrivés. Avec une population de 16 millions d'habitants, le Kazakhstan est situé à un endroit stratégique en reliant la Chine et l'Europe. Mais ce pays enclavé est devenu très isolé à l'ère du commerce maritime. En 2013, la Chine a lancé un projet pour relancer l'ancienne route de la soie et booster la connectivité en Asie centrale. Huawei dit que la connectivité ne veut pas seulement dire construire des routes et des ponts, mais que c'est aussi améliorer les réseaux de télécommunications. Au Kazakhstan, nous avons terminé le premier réseau 4G en Asie centrale. Aujourd'hui, les Kazakhs peuvent utiliser Internet avec une bien plus grande qualité, ce qui rend plus facile et moins coûteux le fait de communiquer et de faire des affaires. Nous construisons une route de la soie dans l'air. L'employée kazakh Sincheva Meurer dit qu'elle est fière de travailler sur ce projet. Elle ajoute que de plus en plus de jeunes comme elle choisissent de travailler avec des compagnies chinoises dans l'espoir de surfer sur la vague du nouveau développement. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine a raffermi ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont un tel... Je me trouve à la gare de Boy. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. À 15 000 miles au large de la côte tanzanienne se trouve un groupe d'îles semi-autonomes connu sous le nom de Zanzibar. Et depuis les 51 dernières années, un groupe de médecins chinois s'est fait un nom sur l'île. Le docteur Pan Xun est un spécialiste de l'acupuncture et du massage chinois. Travaillant dans la région depuis plus d'une décennie, ses mains semblent magiques pour ses patients. Jabir, un habitant qui souffrait d'une pression élevée et d'une congestion cérébrale, a reçu un traitement pendant quelques temps. Ce sont des amis qui lui ont présenté cet endroit. Aujourd'hui, il l'aime car il est efficace et abordable. Je suis sur la voie de la guérison car avant je ne pouvais plus marcher. Maintenant je peux un peu marcher. Le problème à présent c'est ma tête. Après avoir eu ce traitement, le docteur m'a donné l'espoir que je pourrais bien récupérer. Pour le docteur Pan, le plus grand problème ici dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le manque d'équipement. En Chine, la majorité des aiguilles utilisées pour l'acupuncture sont disponibles. Mais ici à Zanzibar, elles doivent être recyclées car les nouvelles sont souvent rapidement usées et il n'y a rien pour les remplacer. Le matériel médical que nous apportons est vite usé. Si l'aiguille est recyclée trop de fois, je peux le sentir. Pour les patients, ils ressentent un peu de douleur, mais je n'ai rien pour les remplacer. Je suis désolé pour eux, bien que mes patients ne se plaignent jamais. De l'autre côté de l'hôpital, c'est l'heure d'une importante opération. Wu Weiyan est le médecin en charge. En tant que femme médecin, le docteur Wu a un programme très chargé. Elle est souvent réveillée au milieu de la nuit pour des urgences.
Le taux de mortalité maternelle en Afrique est très élevé. Par exemple, l'an dernier, cet hôpital a reçu plus de 10 000 femmes pour accoucher. Près de 40 sont mortes. Cela signifie que chaque mois, 3 femmes sont mortes à cause de l'accouchement. Ce chiffre serait inacceptable en Chine. Mais ici, c'est normal. Depuis que je suis ici, j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver autant de vies que je le pouvais. Hadji est responsable des soins dans la salle d'opération depuis plus de 20 ans. Il a été témoin des changements amenés par l'équipe médicale chinoise depuis quelques années. Le défi de l'équipement. Nous sommes reconnaissants quand l'équipe chinoise vient avec du matériel. Ils nous ont beaucoup aidés. Les protections, les masques que vous voyez viennent d'eux. Et aussi de l'équipement. Aujourd'hui, nous avons une laparoscopie. Cette opération a commencé en 2012. Nous avons commencé l'opération pour la première fois à Zanzibar. C'est un nouveau type de chirurgie. Le médecin Xu Zhuochun est le plus ancien membre de l'équipe médicale, c'est aussi le responsable. Il nous dit qu'être médecin en Afrique veut dire qu'il faut être prêt au pire. Il n'y a pas longtemps, le courant électrique a été coupé soudainement pendant une opération. Il a dû utiliser des téléphones pour avoir assez de lumière. L'équipe médicale chinoise est considérée ici comme un groupe d'experts. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les médecins locaux ne peuvent pas gérer un cas, avec un coup de téléphone, nous sommes là tout de suite. Chacun d'entre nous, nous devons nous occuper de plusieurs départements car nous manquons de personnel. Nous travaillons comme une équipe et nous nous entraidons. Pour tous les membres de l'équipe chinoise, Sim Abdulrahman Hassan est un nom connu. Il y a plus de 40 ans, elle a grandement remercié les Chinois qui l'ont aidé à accoucher. Tous les ans, elle est invitée en Chine pour rendre visite au docteur Yang qui l'a aidée. Elle nous dit que son fils a aussi une mère chinoise. Depuis, je me suis dit qu'avec le peuple chinois, cela allait être comme cela. Ils ont sauvé ma vie et la vie de mon enfant. Je ne peux l'oublier, je ne peux l'oublier. Mis à part le travail à l'hôpital, les membres de l'équipe font aussi des visites dans les zones rurales pour offrir des soins gratuits. 5 mois ont déjà passé et les membres de l'équipe médicale se sont peu à peu adaptés à la vie ici. Il leur reste 1 an et demi et il y a encore beaucoup de travail qui les attend, transmettre leur savoir et aider encore plus de personnes. Et ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.